éclairage sur la ville de Chefchaouen. Le deuxième temps de ce panel, comme j'ai dit, c'est sur des expériences nouvelles. Et donc la première qu'on voulait mettre en avant, c'est l'écocité Znata. Alors l'écocité Znata n'est pas une ville nouvelle, n'a pas été créée loin. On est au sein du grand Casablanca avec toutes les contraintes que ça peut amener, des contraintes du quotidien que ça peut amener, un foncier probablement inextricable, hein, si Jauge nous en dira quelques mots. Et pourtant, un projet qui a été conçu avec une vision d'avenir, avec une projection stratégique importante et la volonté d'en faire une vraie ville durable. Merci beaucoup, Siani. Merci beaucoup, Sidi Ali. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ravi d'avoir pensé à moi, au projet de Znata. J'ai écouté religieusement tout ce qui a été dit depuis ce matin sur les premiers panels qui étaient très intéressants. L'allocution de Madame l'ambassadrice, l'allocution de Monsieur Chami, qui ont mis un peu en perspective les contraintes, les difficultés des territoires à l'échelle mondiale, et puis il y a eu un zoom particulier sur l'Afrique. Le forum qui arrive en juin prochain est la première fois où on a un forum thématisé. Les forums, généralement, Afrique-France sont des forums généralistes. Cette année, ils ont pensé, les organisateurs, à faire un forum thématisé. Dieu sait que la thématique de villes durables et des villes en général, en particulier en Afrique, est une thématique centrale, très préoccupante pour les gouverneurs des différents pays. Le projet de Znata, c'est qu'Anouni avait rappelé que le Maroc s'est lancé dans une politique de villes nouvelles. Il y a à peu près 14 villes programmées. Le bras armé de l'État, c'est bien sûr le Amaran qui porte les projets de villes nouvelles, à l'exception d'un projet, qui est le projet de l'écocité de Znata, qui est porté par la Caisse des dépôts et de gestion, en tant qu'actionnaire à 100% de ce projet, et qui a créé une filiale dédiée, qui s'appelle la Société de l'aménagement Znata, que j'ai le privilège de diriger depuis à peu près 11 années. Alors, après une mise en perspective un peu mondiale, qui a été rappelée par Chami, je voudrais mettre l'accent sur un seul indicateur. C'est le 75% qui est au milieu, qui, le jour où je l'ai appris, après les études que nous avons menées, m'a laissé perplexe et très pessimiste sur la manière avec laquelle les villes sont appréhendées, ou nouveaux territoires sont appréhendés. Le 75% des territoires qui sont considérés comme des échecs à l'échelle mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, que cet échec est dû à 3 raisons principales. La première raison, c'est l'opportunité foncière. On va faire des villes parce qu'on a une opportunité foncière. On va les faire même s'ils sont lointaines. On va dire c'est un foncier qui est... c'est pas propre au Maroc, hein, on a fait un benchmark à l'échelle internationale. Et on va aller vers un foncier vide qui ne cause pas de problème. Mais ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que toute l'infrastructure à mettre en place, surtout en accessibilité, coûte très très cher. Donc l'idée de faire une ville nouvelle, c'est Ali a très bien dit en introduction, Znata n'est pas une ville nouvelle. Znata est un territoire qui est annexe à la ville de Casablanca. Et ça, c'est très important, ça facilite la tâche aux concepteurs. Seconde raison d'échec de ces territoires, la mobilité. Je crois que DB a bien mis l'accent sur ce sujet et qu'aujourd'hui, il est impératif que les politiques d'État réfléchissent à l'accessibilité des villes avant de penser à mettre en place un territoire nouveau pour la réalisation. Troisième réseau importante, c'est le monoactif. On a vu des villes se développer en France, pour l'expérience française, on la connaît très bien, où soit c'est des villes dortoirs qui ne vivent pas pendant la journée, qui vivent le soir, et qui avec tous les tares et les contraintes socio-économiques qui en découlent, ou des villes actives, où elles sont actives la journée et le soir, elles sont complètement mortes avec quelques logements. Et donc, placer le curseur est très compliqué, mais les experts ont réfléchi autour de cette question et ils ont conçu ce qu'ils appellent le concept systémique intégré, où on réfléchit une ville d'une manière globale et générale.
Alors, l'Afrique, je ne parlerai pas de chiffres, ils ont été très bien synthétisés par la personne responsable du CGLU ici présente, mais sachez que le manque en infrastructure au sein des territoires des villes africaines, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la Chine se développait, elle a mis 40% de son PIB pour développer l'infrastructure. L'Afrique, aujourd'hui, elle n'est même pas à 20%, et ces défis structurants qui sont face aux villes africaines sont importants. Les shantytowns, les bidonvilles, beaucoup, vous serez étonnés, marqués par les villes africaines où les personnes sont extrêmement cultivées, sont extrêmement courtois, etc. Mais il y a un mélange. Je ne citerai pas une ville africaine où 80% des habitants habitent dans des bidonvilles. Donc c'est assez dramatique qu'on soit au XXIe siècle et qu'on ait ce genre de choses dans notre continent très cher. Alors, défis en commun sont résumés en 9 points importants. Croissance urbaine, Afrique, changement des habitudes familiales. Aujourd'hui, le numérique et le smartphone a fait que les gens n'aspirent plus à ce qu'on leur a inculqué, mais ils veulent plus, ils veulent être au diapason, en phase avec ce qui se passe à l'échelle internationale. Les bidonvilles et quartiers défavorisés, besoins en services urbains, informels et marchés complexes, ça a été très bien développé en premier panel. La migration, qui est une tare aujourd'hui, et pour les pays du Sud et pour les pays du Nord, il faut absolument trouver des solutions pour stabiliser les habitants dans leur ville, dans leur pays. L'insécurité, l'inclusion et l'inégalité, l'exclusion et l'inégalité, le changement climatique, bien sûr, qui touche absolument tout le monde. Alors, c'est une introduction qui m'a paru extrêmement intéressante parce que c'est à partir de là que nous avons réfléchi avec les experts comment sortir avec un modèle innovant, un modèle modestement qui essaie de répondre à toute cette problématique, ne serait-ce qu'en grande partie. Alors, où se trouve ce territoire de Zenata? On est vraiment on est ce que j'appelle, moi, le trait d'union Casablanca-Mohammedia. On est vraiment le territoire tombant entre Casablanca et Mohammedia, qui fait à peu près 1860 hectares, 1830 hectares, et qui a une façade maritime de plus de 5 km, et qui est limité par l'autoroute Casablanca-Rabat. L'avantage de ce territoire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire qui répond en partie à ce qu'a dit l'expert CDB par rapport à la mobilité et l'accessibilité. Il est déjà bien achalandé en termes d'infrastructure et en termes de... Puisque même la voie ferrée, elle y passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la grande question, et c'est là où le PDU, le plan de développement des déplacements urbains, intervient au sein de Casablanca. Alors, quand on est face à un projet comme ça, moi, j'ai démarré ce projet en novembre 2007 et en janvier 2008 exactement, en discutant avec un expert, il m'a mis en face des constats presque inextricables et qui donnent la chair de poule des sueurs froides, c'est la taille. Alors, on a deux constats importants sur ce projet. Une taille importante, une échelle territoriale de 1860 hectares. C'est vraiment Mohammedia Intramuros, donc c'est une ville. Échelle temporelle, c'est-à-dire comment pouvoir réaliser une ville sur 40-50 années tout en tenant compte des extrapolations futures que nul ne les connaît, puisque aujourd'hui un cycle urbain est de maximum de 7 années, qu'on peut extrapoler du passé, mais on ne peut pas extrapoler 40 ans. Comment faire d'une ville qui va évoluer dans le futur avec du chemin du non-retour des infrastructures nécessaires à absorber cette échelle temporelle. Les enjeux nationaux et régionaux du projet, on est au sein du Grand Casablanca, plus de 20% du PIB se fait dans cette région. Et nous avons un catchment area, une zone d'influence qui va jusqu'à Stat, Jdida, et puis bien sûr le sud de Rabat, et bien sûr les spécificités du projet une seule spécificité qui rendra tout le monde perplexe, c'est un territoire certes qui n'est pas urbain à la base, mais qui est occupé par 23 bidonvilles, avec 10 000 ménages à recaser. Comment recaser? De quelle manière? Avec également 200 industries qui sont sans droit ni titre, certes, qui se sont développées dans le passé avec les tares administratifs que nous connaissons, mais qui sont là, qui totalisent 4 000 emplois. Il fallait absolument trouver une solution. Alors les principes, innovation. Il faut être innovant parce que les problèmes sont multiples et les solutions n'existent pas ni en politique publique ni en benchmark quand nous avons réfléchi. La flexibilité, c'est dû à l'échelle temporelle. Il faut être flexible dans les concepts à mettre en place. La collaboration, c'est un projet
qui se trouve dans une région, qui se trouve dans un pays qui a ses politiques, et il faut absolument que la collaboration soit un principe fondamental, et la résilience, évidemment, qui ont fait un peu l'ADN, qui ont poussé à concevoir d'une manière stratégique l'urbanisme de cette ville. Cette conception a été faite de cette manière. Si Shamil avait dit tout à l'heure dans son introduction, et puis c'est lui qui l'a souligné, sur la démarche d'éco-conception. Alors quand on conçoit une ville, il suffit tout simplement, d'une manière la plus triviale, c'est de mettre l'homme au centre de la réflexion. Qu'est-ce que cet homme qui va vivre dans cette ville, de quoi il a besoin? Il a besoin d'habiter, de travailler, de se divertir, le bien-être, ça a été évoqué, des services administratifs, de la mobilité, transport, etc. La seule chose qu'il ne faut pas lui offrir, parce que ce n'est pas l'avenir, c'est rendre compliqué, difficile, l'accès du véhicule, de la voiture personnelle, dans un territoire. Et là, vous verrez comment on a vu la chose. Donc, ce que nous avons appelé la démarche d'éco-conception, c'est mettre au milieu, bien sûr, l'étude urbanistique, pas au sens urbain du terme, mais au sens un peu systémique du terme. C'est-à-dire que dans l'étude urbanistique, on va introduire la mobilité, on va introduire la programmation, on va introduire le développement durable, on va introduire la topographie, la géotechnique, on va toutes ces études un peu techniques et bien sûr, on va introduire la programmation financière parce qu'on a beau réfléchir et rêver de faire une ville idéale et parfaite, si derrière, il n'y a pas de bailleurs de fonds qui sont capables de financer, c'est pas la peine de le faire, ça reste de l'utopie pure. Alors, j'ai mis ici donc ce schéma, ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est que d'abord, dans un territoire, on appartient à un pays, et ce pays a des politiques. Et ces politiques gouvernementales, ce que j'appelle le top-down, qui un peu s'introduit, vous avez des flèches de haut vers le bas, donc ces réflexions étatiques doivent absolument rentrer dans la croissance d'une ville. Alors, quand on parle de plan émergence dans le temps, quand on parle de beaucoup du plan Azur, toutes ces politiques sectorielles doivent absolument être dans ce concept. Et puis, nous avons de part et d'autre des études techniques. La plus importante, à mon sens, c'est le positionnement stratégique. Quand on hérite d'un territoire à faire, il faut se poser une question très pertinente. Qu'est-ce qu'on en fait? On cultive de la patate, de l'oignon, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est important de se poser la question de la vocation. De quelle vocation on voudrait donner à un territoire? Pourquoi ce territoire il est là? À quoi il doit répondre? Il doit d'abord répondre aux problématiques locales. Il doit ensuite répondre aux problématiques régionales. Il doit répondre aux problématiques nationales. Et il doit répondre également aux problématiques suprarégionales. C'est-à-dire qu'un projet comme Znata qui se situe à Casablanca, qui est considéré comme un hub africain, on est impérativement interpellé par un positionnement régional, un positionnement continental du projet de Znata. Et donc cette étude était vraiment très très importante. Et ce qui m'intéresse le plus, et je voudrais vous en parler, c'est cette démarche bottom-up. C'est-à-dire que du bas en haut, comment on introduit dans la réflexion, et là on a eu des workshops, des heures et des heures de travail avec la société civile, avec le secteur public et privé qui appartient à la ville, c'est important, et la communauté locale qui est bien sûr représentée par les élus de Ain Hellouda, qui, malgré tout ce qu'on peut dire de la mise à niveau qui a été absolument dit aussi par le premier panel, mise à niveau technique et financière des régions, il y a de très bonnes volontés. C'est dommage que le maire de Chefchaouen n'est pas là. Vous auriez entendu un homme passionné qui parle de sa ville, c'est comme s'il parlait de sa maison. Et ça, c'est très important que les élus aient qu'il y ait un seul agenda pour un élu, c'est comment réussir le territoire pour lequel il a été élu. Et donc, c'est ce que j'appelle cette map qui peut paraître compliquée, permet de concevoir d'une manière systémique sans oublier aucun sujet. Parce qu'une ville, malheureusement, comme a dit c'est le Maltais qui est un urbaniste qui nous a accompagné dans le projet, il me disait une phrase, l'urbanisme et le consensus, faire la ville, l'urbanisme et le consensus, jamais trouvé. C'est-à-dire que la phrase est paradoxale. Le consensus, il faut trouver un commun, mais quand il n'est jamais trouvé, c'est compliqué. Mais c'est vraiment ça, faire une ville, c'est vraiment pas faire de l'urbanisme. Alors, en gros, en chiffres, 1830 hectares, 800 hectares pour la première zone de développement, 30% de territoire en espace vert. On est sur 100 000 emplois, 300 000 habitants.
ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment les experts qui le disent. Pour faire une ville durable, on a besoin, et pour pallier à cette mono-affectation entre activité ou résidentielle, on a besoin de développer un emploi pour 3 habitants. Quand on dit emploi, ça peut être des emplois pour les locaux, comme ça peut être pour les commuters, pour les gens qui viennent ailleurs, pour la ville Et bien sûr, développer des pôles d'excellence, des pôles attractifs, des pôles locomotifs qui viennent avant d'inviter les habitants à venir au territoire. Et pour nous, dans l'éco-conception, les résidentiels, ça c'est ma phrase, le résidentiel est l'induit de l'activité. Oui, il faut qu'il y ait, mais si on doit faire un choix, on va d'abord mettre en place, asseoir l'économie dans un territoire, et bien entendu, le résidentiel viendrait après. Bien sûr, tout ça, un projet de cette taille, 21 milliards de dirhams, ça peut être 2 milliards d'euros, on ne pouvait d'emblée pas le faire tout seul, on le savait. Donc on a mis ce concept innovant, on a mis un concept aux standards internationaux parce qu'on savait qu'on allait être confronté aux bailleurs de fonds qui allaient nous accompagner. Et je remercie vivement, vraiment, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, je le dis, l'Agence française de développement qui nous a fait confiance au premier jour. Elle nous a accompagnés, on a beaucoup appris avec eux, ils ont beaucoup appris avec nous. Il y a eu une coélaboration extrêmement intéressante et ça nous a permis de se positionner à l'échelle internationale et ça nous a permis aussi d'aller séduire la BEI qui nous a accompagnés par le même montant une année après. Alors, à l'aménagement basé sur ça c'est très important, ça a été également dit ce matin et ça a été également rappelé dans les axes de développement qui sont sortis par les auditions qui ont eu au niveau du Conseil économique et social. Nous étions auditionnés parmi les projets. On a passé comme 7 heures, je crois, ou 6 heures d'audition avec le Conseil économique et social pour pouvoir un peu parler de notre projet. Alors, ça, c'est très important, ce slide de synthèse. Alors, il y a 4 éléments importants à retenir. La gestion des éléments. Alors, on est dans un pays où le stress hydrique est là et on est dans un pays où il vente. Et donc, il fallait absolument faire tourner ces inconvénients en avantage en faveur du projet. On a conçu un territoire qui bénéficie de la direction des vents. C'est assez technique, mais ce que vous devez retenir, c'est que la conception urbaine du projet fait qu'en été, quand ça vente, ça permet de réduire la température de 3 degrés. Ça a été vérifié par un modèle réel, ça a été vérifié par un modèle en laboratoire, et ça a également été, ça nous a permis d'être certifié HQE aménagement, pas conception, mais développement. C'est vraiment le niveau de certification assez élevé. Et il y a bien sûr l'assainissement, qui est un point important. Toutes les villes au territoire marocain sont conçues avec un assainissement classique. On met toutes les eaux pluviales dans des canalisations souterraines. Alors, c'est chose à ne pas faire parce qu'il faut absolument que nous avons pris le parti de répartir cet assainissement à 50% en surface, 50% souterrain. L'idée, c'était de régénérer la nappe phréatique et surtout préserver l'équilibre bioclimatique et la biodiversité du territoire de Znata. Le plan de mobilité, un sujet hyper important. Il y a une petite erreur, c'est 20 au lieu de 12. Donc, tout le projet a été conçu pour favoriser la marchabilité et favoriser le transport doux, ça marche, et bicyclette. Et aujourd'hui, nous avons conçu nos premiers quartiers. Donc, ce corridor de marchabilité permet aux citoyens lambda qui vient ou qui habite à Znata de se déplacer en ne croisant aucunement une voiture sur une vingtaine de kilomètres, 12 au niveau du premier secteur de développement. Pour la mobilité, nous avons introduit bien sûr les corridors de tramway, puisque nous allons sur la ligne 2 de Casablanca au niveau du PDU, on la prend au niveau de Balancé, on l'introduit à Znata. On a également conçu des corridors de BHNS, des bus à haut niveau de service, et nous avons également, nous militons pour que le RER, dans le programme de la région de Grand Casablanca Stats, que le RER au niveau de sa phase 1 soit introduit au niveau de Znata avec une gare, parce que le plan d'aménagement de Znata, il prévoit une gare multimodale centrale à partir de laquelle tout s'irrigue. La ville verte est ouverte, ça c'est 470 hectares d'espace vert, on est à 15 mètres carrés
par habitant. L'OMS exige 10 mètres carrés, Rabat est à 11-12 à peu près, Casa est à 1,5-2 mètres carrés par habitant. Alors, chaque unité de vie, alors le problème des villes nouvelles ou des territoires nouveaux qui s'ouvrent, c'est qu'on peut tomber dans le piège de l'investisseur qui arrive ou le promoteur qui arrive, qui choisit une parcelle un peu patchworkée au niveau du territoire. Alors il est impératif de réfléchir en unité de vie et concevoir une vie comme un puzzle qui se développe comme ça et non pas comme ça. Et donc construire une unité centrale à partir de laquelle on vient développer le reste du territoire avec des unités de vie qui sont presque indépendants en termes d'équipements de proximité. Si vous avez, je pourrais expliquer davantage au moment des questions. Alors, ne regardez pas ça, c'est juste pour dire qu'il y a que le projet a démarré en 2009, c'est une timeline qui détermine à la date d'aujourd'hui, avec les perspectives 2023, où est-ce que nous sommes, mais retenez qu'aujourd'hui, les 3 locomotives sont sur les rails, puisque le pôle commercial est mis en œuvre avec IKEA, qui est développé. La seconde phase est en cours de construction pour qu'on ait un pôle commercial qui fait 75 000 m² GLA. Le pôle éducation, avec ses 3 filières, santé, ingénierie et management, est en cours également. Je remercie ici la République française à travers Madame l'ambassadrice, parce que l'école des arts et métiers s'installe à Zneta avec son 9e campus. Nous avons signé la convention de financement. L'État participe à hauteur de 600 millions de dirhams, dont 400 millions de dirhams comme participation à l'exploitation pour encourager les talents à venir à l'école. Et la majorité de cette manne financière sur 10 ans va permettre de financer les études, avoir des boursiers à plus de 70%. 70% des étudiants vont être boursiers sur le campus arts et métiers de Zneta. Nous avons aussi la filiale médicale dont les travaux vont démarrer début l'année prochaine, avec un grand centre médical privé avec 300 lits, avec EJH, Saudi German Hospital, qui également développe l'université médicale. Alors, le résidentiel est mis, et puis je voudrais mettre l'accent sur l'espace public. Tout le monde parle de mixité urbaine, et au Maroc, on le sait, les couches sociales n'aiment pas se mélanger. Et il leur faut du temps pour qu'ils se mélangent. Ça, c'est une réalité sociale, je ne l'ai pas inventée. Et donc, je pense, à mon humble avis et aussi à l'avis des experts avec lesquels nous travaillons, la mixité sociale, au lieu qu'elle passe par le quartier, elle doit passer par l'espace public qualitatif. Mihoub, tout à l'heure, mon ami, il avait parlé de 2 exemples que nous avons fait cette année. Nous avons inauguré un parc sportif qui fait à peu près 5 hectares, qui fait 5 km de parcours de course. Et tout le parcours sportif est 38 hectares sur la côtière, qui est inauguré. Vous pouvez aller le voir, avec des attraits pour les enfants, des attraits pour les seniors, des attraits pour les sportifs, qui sont très, très, très bien aménagés, bien faits. Je vous invite à aller voir. Et nous avons eu également la chance, avec l'AFD et la NBA, l'association sportive de basketball américain, de pouvoir installer le premier terrain de basketball NBA à Zneta. On l'a fait avec une association régionale qui aujourd'hui intègre tous les élèves des écoles. Je n'ai pas intégré le volet social dans ma présentation, mais il est immense. Il suffit que je vous dise qu'on dépense quelque chose comme 1,5 million d'euros par an pour la partie sociale, pour l'intégration du jeune et de l'enfant. On travaille beaucoup avec des associations comme Maroc Impact, on travaille beaucoup avec les ONG internationales pour mettre en place des programmes adaptés pour la femme, pour l'enfant, et qui, avant d'arriver à cette mixité, comme j'ai dit, passe par l'espace public, mais il faut absolument offrir l'ascenseur social aux classes défavorisées. Et cet ascenseur social passe avant tout par la formation, par l'éducation. Et si on prend en charge l'école, on a pris en charge toutes les écoles primaires de Zneta, on a construit à 100%. Et on a mis du préscolaire pour les écoles, et on a mis des colonies de vacances l'été, au mois de juillet, au mois d'août, où on inculque à l'enfant la citoyenneté, le respect de l'autre, le respect de l'environnement, etc. Et aujourd'hui, on a des expériences inédites. On a des parents qui nous disent « Mes enfants ne veulent plus sortir
jouer dehors, ils veulent absolument qu'ils aient l'ambiance, etc. Et ce que nous avons fait également, c'est que tous les bidonvilles que nous avons sur Zneta, on les a intégrés sur le territoire. Au lieu de prendre ces bidonvilles et les mettre en dehors du territoire comme des pistes ferrées, on a introduit ce qu'on appelle l'inclusion sociale et on a introduit 140 hectares pour recaser tous ces bidonvilles. Le programme a démarré, donc avec les premiers bidonvilles qu'on est en train de démolir. Ils sont très contents d'être là et on leur a offert un quartier qui est exactement avec de la fibre optique, avec de la LED, avec des espaces publics, etc., qui est exactement égal et équivalent à ce que nous avons fait pour les promoteurs privés. Alors, l'Afrique, le forum Afrique-France m'interpelle à plusieurs raisons, puisque je travaille sur cette question d'Afrique depuis plusieurs années. Et nous avons essayé, à travers la COP22, 2 ans avant, franchement, je ne le faisais pas pour la COP22, je le faisais par un souci purement personnel. Je m'explique. C'est que ces déséchelles spatiales et surtout temporelles feraient que les personnes qui ont conçu le projet de Zneta ne vont pas rester éternellement à le faire. Et il fallait trouver un modèle ou une manière de pouvoir pérenniser ce projet dans le temps. Et encore, répondre à une orientation stratégique de la Caisse des dépôts et de gestion, qui est notre maison mère, c'est qu'elle voudrait aller vers l'expertise internationale. Et d'ailleurs, on travaille au Sénégal, on travaille à Madagascar, on travaille à la Côte d'Ivoire, le groupe, j'entends, sur des questions urbaines très importantes. Et de là, on a regroupé un certain nombre d'experts, à leur tête une personne admirable qui s'appelle Nian Dictus, qui est un expert hollandais, qui a travaillé depuis 1992 à mettre à niveau la ville de Vienne, parce que la ville de Vienne a été élue plusieurs années de suite ville verte, ville durable à l'échelle européenne. Et notre ami Saïd Moulin nous a également accompagnés sur ça, et on a mis tous les intervenants, l'éducation, la santé, la jeunesse et sport, l'environnement, les élus, on a tout mis autour d'une table sur des workshops qui ont duré 2 ans. L'idée, était de créer, de labelliser une démarche. L'idée, ce n'est pas de labelliser le projet de Zneta, ce n'est pas ça l'idée. Parce que le projet de Zneta, il évoluera dans le temps, on ne sait pas comment il va évoluer, mais en tout cas, on espère que les jalons qu'on a mis en place vont permettre de le faire évoluer d'une manière correcte. Mais ce que nous avons voulu labelliser, c'est la démarche. Pour que les territoires sur lesquels nous pouvons travailler dans l'avenir puissent épouser cette démarche. Et pour donner une crédibilité à notre démarche, nous avons embarqué avec nous Serway. Serway, c'est l'entité française qui certifie territoire HQE, pour pouvoir nous aider à rendre ce label visible à l'échelle internationale. Et à la COP22, nous avons pu labelliser notre projet Zneta ECL, Ecocité Label, et nous avons signé une convention de commercialisation de ce label à l'échelle internationale, en particulier en Afrique. Ce n'est pas suffisant. Alors on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, et on a voulu créer une alliance. Donc on était au Ghana la semaine dernière dans le sommet mondial des écocités, voilà, avec Climate Change, pour créer une alliance. Et nous voudrions, à l'occasion du forum du sommet Afrique-France, et même il y a le forum aussi de Banque mondiale qui arrive à Dubaï en janvier, de pouvoir signer des coalitions avec des pays africains. On a de très bons contacts. Climate Change nous accompagne dans ça, et on est financé par l'AFD, par l'Union européenne, à travers la FIV qui est gérée par l'AFD, sur ces questions-là de label. Alors, c'est très important je ne détaille pas ce que c'est que le label, mais les questions peuvent se poser, vous expliquer de quelle manière il peut être dupliqué, cette démarche peut être appréhendée par les autres projets, mais l'idée, c'est vraiment rendre cette démarche duplicable aux différentes échelles, aux différents contextes, parce qu'il est important, le problème qu'on peut avoir dans les pays africains, c'est qu'on puisse amener un concept importé d'un pays du Nord, ou d'un pays de l'Est ou de l'Ouest, et pouvoir le dupliquer d'une manière aveugle au projet. Or, le contexte dans un projet urbain est hyper important. Tout ce qui peut me paraître, moi, futile et accessoire,
peut paraître pour un pays autre africain très important et central. Alors bien sûr, on est en adéquation avec les ODD à 100%, et ce que vous voyez là en pourcentage, c'est vraiment notre appréhension de ces sujets, comment on les a intégrés dans le projet en pourcentage, par rapport à chacun des objectifs de développement durable, bien sûr dictés par la Banque mondiale, et tout ça est appuyé par une stratégie numérique. Ce que je voudrais que vous reteniez dans la stratégie numérique, parce que la stratégie numérique du territoire de Zneta coûterait très cher. On l'a estimé à peu près pour une première phase 1,5 milliard de dirhams, chose qu'on ne peut pas mettre en place. Donc on a mis en place ce qu'on appelle, et Chami on a parlé ce matin, des startups. Alors je ne veux pas utiliser ce mot parce que c'est un mot un peu galvaudé, qui fait très mode, etc., pour être être in par rapport à l'économie locale. Je ne veux pas l'utiliser dans ce sens-là. Ce que je voudrais dire, c'est que faire du smart et faire du numérique coûte très cher, et donc il est important d'embarquer la jeunesse. Le discours de Sa Majesté, le dernier, l'ouverture du Parlement, était très pertinent par rapport à ça. Encourager les petites et moyennes entreprises, encourager aussi l'innovation. Et nous avons signé une convention avec le parc, des technoparcs de Casablanca, et nous avons également signé une convention avec le CCG pour pouvoir financer une dizaine de startups par année en travaillant directement sur les problématiques du territoire de Zneta. C'est-à-dire concevoir quelque chose sur les problématiques de Zneta, dont j'offrirai le territoire de Zneta comme un projet pilote. Je n'aime pas le projet expérience, projet pilote. Et les start-upers auront une préférence de marché, d'attribution de marché au niveau, si leur solution nous agrée par rapport au smart. Ça, on est avant sur ça. Et puis l'alliance, j'en ai parlé, elle est très très importante. Le dernier slide, c'est l'objectif de l'alliance. Et ça nous introduit nos discussions que j'ai avec les collaborateurs de M. Dubos demain après-midi, parce qu'ils passent me voir justement pour parler de l'Alliance Afrique-France, que comment nous, on peut intégrer ces journées du mois de juin l'année prochaine. Alors, 4 objectifs majeurs. Adopter une approche durable pour mettre en place un cadre adapté de développement de villes résilientes, capables de relever les défis actuels et futurs afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Encore une fois, premier objectif, met l'homme et l'habitant au centre de la réflexion. Deuxième objectif, assurer un rôle fédérateur dans l'échange de savoir-faire. On était agréablement surpris quand on était en Afrique du Sud, quand on était au Gabon, quand on était au Sénégal, de voir les expertises de ces pays qui ne sont jamais communiqués et pour lequel il y a des problématiques pour lesquelles moi je n'ai pas de solution, je trouve la solution chez eux. Donc assurer un rôle fédérateur dans l'échange de savoir-faire et le partage d'expériences, capitalisant sur les bonnes pratiques à l'échelle du continent. Troisième objectif, faciliter l'accès aux financements internationaux des institutions œuvrant pour l'action climatique. Quand l'AFD, par exemple, peut savoir qu'un projet X en Afrique, il est accompagné par le concept Zneta, par exemple, ou la démarche, etc., il y a quand même la moitié du chemin est parcouru parce qu'il connaît comment nous avons conçu, on connaît quels sont les objectifs et quelles sont les contraintes du bailleur de fonds, et là, il y a un gain phénoménal de temps. Il n'y a pas que l'AFD, il y a beaucoup d'institutions financières qui peuvent participer au projet urbain. Quatrième objectif et dernier, augmenter la visibilité. Le problème de nos projets, et je le dis ici, c'est que le projet de Zneta, l'écocité n'a été vu et n'a été appréhendé, il n'a été approché par les Marocains que lorsque, à l'international, il a été plébiscité, et ça je trouve dommage. Il est absolument important d'augmenter la visibilité des projets et des institutions dans les événements internationaux, notamment le World Urban Forum, où on a une place importante dans ce forum-là avec l'Alliance Climate Change, avec l'association. Et bien sûr, je n'oublie pas de parler de Africa France Summit de 2020, sur lequel on travaille aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Siamine, pour cette intervention très riche. Alors, je vous rassure, on est encore dans les temps. Je retiens quelques dimensions intéressantes. La nécessité de se projeter sur le très long terme, puisqu'on a parlé de 40-50 ans. L'idée fondamentale de partir des besoins du citoyen, des besoins de l'usager, c'est une idée qui nous est chère au CESE, puisque c'est notre credo fondamental.
Et puis l'innovation, le besoin d'aller chercher des idées ailleurs et puis ou de les inventer et sortir des sentiers battus, exactement. Dans ce sens, on va passer la parole à Sidi Badreken, donc directeur général de l'IRESEN, qui a en fait la lourde tâche d'aller chercher les sciences un peu partout où elles se trouvent, mais en même temps d'avoir un ancrage local. Et c'est peut-être le sens du Green and Smart Building Park, dans lequel il y a de la recherche et de l'innovation sur les bâtiments durables, les bâtiments smart, les bâtiments verts, qui sont finalement les briques élémentaires d'une ville durable. Et une expérience vraiment très intéressante qui a été démarrée et qui va permettre très clairement d'amener de l'innovation, mais d'amener aussi des choses qui sont pertinentes dans des environnements comme l'environnement marocain ou plus généralement l'environnement africain. À toi la parole. Merci. Pour 5 minutes. Donc. Merci bien, c'est Ali, Madame l'ambassadrice, honorable assistante. C'est pour moi un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et puis de démarrer le débat, puisque je pense que là, on a déjà théoriquement commencé ou empiétiné sur le temps programmé pour le débat. Alors en tout cas, si vous permettez, je pense qu'on a vu d'extraordinaires expériences, vous l'avez bien cité. C'est des fois regrettable aussi d'être obligé d'aller à l'étranger pour découvrir qu'on a de formidables projets au Maroc. J'ai moi-même découvert ce programme de réhabilitation extraordinaire de la ville de Fès et puis qui ne fait que prouver que c'est vraiment une ville universelle, exceptionnelle. Et puis il faut aussi préserver notre patrimoine. Et puis on voit aussi de nouvelles régions qui vont venir consolider l'existant. Et c'est un peu dans ce sens que je suis aujourd'hui ici parmi vous pour parler de l'innovation. Peut-être que normalement, parce qu'il y a un autre magnifique projet qui est en train de voir le jour, le grand projet de la ville verte de Ben Guerir. Donc ma très chère collègue et amie Hasna Boudzil aurait dû sûrement intervenir, mais je pense que c'est notre cher ami Ali Gdira qui voulait avoir l'exclusivité masculine du panel. Et c'est absolument, c'est pour ça qu'on m'a sollicité par rapport à ce point-là. Donc on a vu d'abord l'approche macro, une approche méso et puis l'approche micro. Et là, on va vraiment parler d'une structure de recherche un peu atypique et qui a été créée pour accompagner cette stratégie nationale, pour accompagner toute cette dynamique par rapport aux bâtiments écologiques, par rapport au développement aussi de villes intelligentes. C'est vraiment le fruit d'une intelligence collective, puisque IRESEN a développé ce projet en partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, le groupe OCP, qui vise vraiment à développer une des régions, une des localités où le groupe OCP est actif à travers une mine et puis tout un développement extraordinaire qui impacte d'abord un développement d'une nouvelle partie de la ville avec au cœur l'université, une université qui est en train de jouer tout doucement, qui se positionne au niveau continental, pour ne pas dire international, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc on sait déjà que cette nouvelle partie de la ville, que cette ville verte ne sera pas un dortoir, puisqu'il y a vraiment une âme qui est en train de voir le jour. Et tout à l'heure, ça a été cité, une ville du savoir. Moi, je dirais même que tout doucement, on s'oriente vers une ville du savoir, une cité, pardon, du savoir et de l'innovation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est dans ce contexte-là que cette infrastructure, le Green and Smart Building Park, a été créée pour être une sorte d'interface entre l'université, le monde académique et le monde socio-économique. Donc, comment contribuer à valoriser des résultats de projets de recherche. Donc, ça a été cité par rapport au formidable projet de Zneta, cette volonté d'accompagner les jeunes promoteurs ou les start-up, ou des fois même, je pense qu'il faut penser à contribuer à spécialiser des entreprises aussi existantes, à les aider à se positionner sur de nouveaux créneaux. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de travailler à développer. Alors je suis désolé, il y a une erreur, c'est qu'à droite, il ne faudrait pas qu'on ait IRESEN, mais là on est plutôt sur les start-up, sur les PME.
Je pense qu'il y a un souci entre deux slides, mais l'idée, c'est vraiment d'aller de la diffusion des connaissances, le transfert de savoir-faire, utiliser ces plateformes de recherche, et notamment le Green and Smart Building Park, est une plateforme importante. Nous avons commencé d'abord par le Green Energy Park, une plateforme de recherche appliquée dédiée aux technologies solaires. Et puis le Green and Smart Building Park, nous avons fini la première phase et nous allons passer à la deuxième phase. Il est important de souligner aussi que nous avons démarré les travaux de construction d'une nouvelle plateforme de recherche, le Green Energy Park MCI Maroc-Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et là, l'objectif est de tester, valider des technologies dans des conditions climatiques bien précises, semi-tropicales. Et dans ce contexte-là, on va intégrer aussi l'aspect relatif au bâtiment. Alors, les problématiques du bâtiment ont été soulignées tout à l'heure. Il est important aussi d'insister sur le fait que une bonne partie de la croissance de la population urbaine mondiale se fera dans les pays en développement. Et donc, on en a plusieurs au niveau de notre continent. Et je passe directement à la plateforme Green and Smart Building Park. Donc, l'objet était d'avoir pas seulement un centre de recherche conventionnel, mais d'avoir des laboratoires tels qu'on les connaît, des laboratoires où on peut caractériser des matériaux pour la construction, développer de nouveaux matériaux, valider des technologies, tant sur la partie matériaux, mais aussi sur la partie réseau intelligent. Donc on a choisi 3 thèmes pour cette nouvelle plateforme, le Green and Smart Building Park: la construction écologique, les smart grids, donc les réseaux intelligents, à un niveau micro et aussi méso, au niveau des constructions, des bâtiments, mais aussi au niveau du quartier, et aussi la partie mobilité durable, avec une partie importante relative à la mobilité électrique. Similaire au Green Energy Park, on a intégré ce qu'on appelle les projets pilotes. Donc on a une vingtaine de maisonnettes qui vont être habitées par des étudiants et qui vont servir aux activités de recherche. Donc nous avons plusieurs maisonnettes avec la même architecture, mais en ayant utilisé des matériaux différents. Donc on arrive à comparer, avec à peu près 200 capteurs par maisonnette, la même maisonnette en parpaing, la maisonnette de référence, avec des maisonnettes en béton, en bois, avec des fibres naturelles telles que le chanvre par exemple, avec également aussi la roche volcanique ou de nouveaux matériaux qui sont en cours de développement. Et il y a la possibilité de rajouter aussi, d'intégrer d'autres matériaux. On considère l'enveloppe, donc pas seulement les murs, mais aussi les toitures, l'isolation de la toiture, le sol. Et en même temps, en parallèle, nous avons aussi la partie réseau électrique et réseau intelligent. Chaque 4 maisonnettes sont interconnectées en micro-réseaux qui sont différents. Donc il y a des réseaux îlotés, connectés, avec du stockage sur des batteries, il y aura même un stockage en utilisant aussi une pile à combustible, donc de l'hydrogène, et on peut à tous les moments combiner différents petits réseaux ensemble pour tester. Et on a déjà pu voir lors de l'événement qu'on a organisé, le Solar Decathlon Africa, qui nous a permis d'avoir 18 maisonnettes construites par des étudiants, déjà commencer à constater quel modèle pourrait être intéressant. Donc un peu la synthèse de ce que j'ai cité tout à l'heure et les différents laboratoires. Alors dans ce contexte-là, il y a les bâtiments verts et les réseaux intelligents. Donc quels mécanismes, quels instruments? Alors nous, ce qu'on a constaté déjà, c'est qu'il y avait très très souvent, dans le cadre de la mise en œuvre de projets, une très mauvaise structuration, coordination, organisation des chantiers. Donc là, je pense qu'il est important d'intégrer aujourd'hui de nouvelles techniques telles que le BIM pour une conception intégrée des projets. Il y a aussi la valorisation des matériaux. On a été très très étonnés par les résultats des mesures et de la compétition Solar Decathlon que je vais vous présenter rapidement par rapport aux matériaux utilisés. Pour nous, les maisonnettes qui allaient gagner, puisqu'on avait des équipes universitaires qui venaient de plusieurs pays du monde, des États-Unis d'ailleurs, et donc avec l'utilisation aussi de différents matériaux. L'intégration des énergies renouvelables là, qui peine à tarder en ce qui concerne le secteur résidentiel. Je pense qu'on a un très très fort potentiel, et là tout doucement, on n'a même pas besoin d'attendre l'incitation de l'État, mais les technologies sont devenues aussi abordables. Et puis la gestion de l'énergie,
qui sera encore plus consolidée avec l'approche de la mobilité électrique, les 2 roues, les 3 roues, les 4 roues. Je tiens à saluer aussi M. Baroudi qui a lancé une excellente initiative du côté de Marrakech, donc une ville où effectivement il y a le problème de la pollution, notamment aussi à travers un parc de 2 roues qui est très très important, surtout lorsqu'on sait qu'on a atteint déjà la parité par rapport aux 2 roues, puisqu'en Chine on a aujourd'hui plus de 220 millions de cyclomoteurs électriques. C'est des choses qu'il faut aussi encourager. Alors, en ce qui concerne le Solar Decathlon et le Green and Smart Building Park, donc la plateforme est finalisée. On a fini la partie bâtiment vert. On va continuer. Il y a 2 bâtiments qui vont être construits maintenant et qui visent à avoir des simulateurs. Donc, on va avoir la possibilité de simuler des villes de la taille de Casablanca ou même coopérer avec le projet de la ville de Zneta, et puis travailler sur des modèles de simulation en intégrant la mobilité électrique, en intégrant des bornes bidirectionnelles qui permettraient aussi de consolider le réseau électrique. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant au niveau du Green and Smart Building Park, et ce qui le rend unique au niveau international, c'est de pouvoir combiner les 2. C'est que nous avons la possibilité de travailler avec des simulateurs, mais de tester également par rapport à notre petite ville, où tout a été préparé pour permettre aussi de valider des modèles et puis d'avoir ces 2 tests de validation, la simulation et aussi de valider ces modèles au niveau du village solaire. Alors en ce qui concerne les résultats du Solar Decathlon, on a été très très interpellés par les gagnants. Donc par rapport aux gagnants, vous voyez là à droite, il y a une équipe qui est composée de l'Université Qadi Hayat de Marrakech, l'école d'architecture de Marrakech et la Colorado School of Mines aux États-Unis. Ils ont utilisé des briques de terre compressées, donc non cuites, avec une empreinte carbone qui est vraiment très très faible. Mais par rapport aux résultats, lorsqu'on a mené les tests, ces briques étaient très intéressantes, pas seulement par rapport au coût de production et l'impact sur notre climat, mais aussi par rapport à l'isolation thermique de la maisonnette. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi ils ont gagné. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de consolider encore plus. Et puis on sait que c'est des techniques ancestrales. Ça fait très longtemps qu'on construisait aussi avec de la terre et avec du pisé. La deuxième maisonnette a intégré aussi des technologies nouvelles, mais en intégrant aussi de la pierre, du pisé. Là encore, on a eu aussi d'extraordinaires résultats. Et puis, ce qui a été impressionnant, c'est Beiti Akhdar, qui a intégré des briques avec de la terre et de la paille. Et c'est une maisonnette qui a été très, très simple à construire. Et puis, ils ont eu les meilleurs résultats par rapport au monitoring, à la consommation énergétique, car ils n'ont pas eu besoin de climatiser. C'était une maisonnette, lorsqu'on a eu à l'extérieur, ça a été très difficile pour les participants, on a eu des températures qui dépassaient les 45 degrés à Ben Grir en été, et ils n'avaient pas besoin de climatiser. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. On a parlé tout à l'heure de start-up. Aujourd'hui, tant au niveau rural qu'au niveau aussi urbain, au niveau aussi de plusieurs entreprises, aussi ici au Maroc, c'est important d'encourager à développer, à utiliser des techniques. On a parlé de l'utilisation aussi des briques de terre non cuites compressées. Il y a plusieurs solutions à implémenter ou à développer des modèles où on aurait des petites presses qu'on irait placer au niveau aussi de villages, puisque lorsqu'on parle aussi de modèles africains, il faut prendre aussi en considération le développement des villes, mais aussi le développement aussi de villages. Il y a eu aussi des maisonnettes aussi très atypiques. Ça, c'est une maisonnette avec une architecture intéressante. Et là, on a utilisé, c'était une maisonnette à 95% construite avec du chanvre. Tant les plaques que vous voyez là avec de la résine que par rapport au mur et avec une charpente en bois. Donc là encore, il y a aussi différentes possibilités. Et il y a eu aussi le recyclage de matériaux et de déchets. Ça, c'est la maisonnette Bosforos de l'équipe turque qui a récupéré plusieurs déchets. Notamment, les murs sont construits avec du phosphogypse. Donc ils ont intégré le phosphogypse pour les murs. On doit dire que lorsqu'on prend des matériaux naturels, parce qu'il y avait aussi pour l'isolation du bambou à l'intérieur, cette équipe aurait théoriquement dû gagner. Ils ont perdu parce qu'ils ont pris des matériaux naturels, il y avait du bambou, mais il y avait aussi des rats lorsqu'ils l'ont reçu. Et ces rats ont apprécié les câbles électriques et ils ont eu un souci par rapport à la production d'électricité. Cette maisonnette a intégré également aussi
l'orientation du vent qui participait effectivement, donc je confirme ce qui a été dit scientifiquement parce qu'on l'a vu, on récupère de l'air à chaque fois de la direction du nord pour l'intégrer à l'intérieur et refroidir. Il y avait des maisonnettes aussi qui intégraient des puits canadiens, donc différentes technologies passives. Alors on a constaté qu'on arrivait vraiment à avoir de très très bons résultats aussi avec des solutions de construction passive, alors que malheureusement c'est des choses qu'on voit très très peu, de plus en plus, enfin on ne les voit pas suffisamment être implémentées au niveau de la construction moderne au Maroc. Alors, au niveau du Green and Smart Building Park, il y a le Solar Decathlon, et puis il y a de l'autre côté la plateforme de recherche. On compare aussi les différentes constructions, et on va avoir aussi donc les petits immeubles. Il y a un premier R+3, le premier au Maroc, 100%, enfin en charpente en bois. Et il y a également aussi un projet actuellement, et là nous sommes aussi à la recherche de partenaires par rapport à ça, avoir un R+3 de logement social optimisé. Donc là, c'est quelque chose qu'on va également aussi intégrer au niveau de la plateforme. Alors, il y a quelques maisonnettes exotiques que je souhaitais aussi vous présenter, puisqu'à la fin, du côté de la plateforme de recherche, les maisonnettes où on a eu les meilleurs résultats par rapport à l'isolation thermique, ça a été la maisonnette africaine. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Et puis aussi une maisonnette exotique où c'est une fabrication, une construction avec des sacs de terre. Des sacs de terre comprimés ou de sable. Là encore, on a eu une excellente inertie thermique par rapport à ces maisonnettes-là. Donc vraiment, mon appel, c'est de dire que par rapport à plusieurs matériaux naturels, il y a un très très fort potentiel et il y aurait vraiment un besoin à accompagner des entreprises à se positionner sur ces matériaux. La ventilation naturelle, c'est quelque chose qui est aussi intégré, qui fait partie des sujets qui sont traités au niveau de la plateforme de recherche, et puis l'éclairage naturel également. L'intégration des énergies renouvelables, en plus, lorsque j'ai parlé des solutions passives, il y a aujourd'hui plusieurs solutions qui peuvent être intégrées, notamment lorsqu'on parle de stockage énergétique et puis de véhicules électriques. On a eu de très très bons résultats avec des maisonnettes qui avaient intégré qu'un tout petit stockage électrochimique au niveau de ces maisonnettes, et d'autres ont intégré également aussi la voiture électrique. Donc il y a quelques maisonnettes qui arrivent à couvrir 100% du budget, enfin du besoin énergétique, on va dire des fois entre 95 et 100%, et c'est les 5% où la batterie joue un rôle, mais sinon le fait d'intégrer aussi le stockage électrochimique de la voiture électrique va jouer un rôle important. Et dans ce contexte-là, à un niveau aussi macro, c'est important aussi d'en parler, c'est important de penser dès le début, ça a été cité tout à l'heure, aux réservations au niveau des villes, les fourreaux, les buses, lorsqu'on aurait à développer la mobilité électrique, lorsqu'on souhaite donner une certaine flexibilité. La fiabilité, c'est important pour le réseau électrique, mais il faut permettre aussi une certaine flexibilité. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a en circulation au niveau mondial 5 millions de véhicules électriques, il y a 5 millions de bornes rapides au niveau mondial. Alors, et puis j'espère qu'on va pas avoir, ça ne va pas continuer de la même manière, parce que ce n'est pas si durable que ça. Mais en tout cas, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il faut préparer le réseau dès le départ pour pouvoir accueillir aussi des véhicules électriques. Au niveau mondial aujourd'hui, il y a moins de 1% des bornes installées qui sont bidirectionnelles. Donc la majorité des bornes électriques installées aujourd'hui au niveau international impactent négativement le réseau électrique. Alors que le développement de la mobilité électrique pourrait au contraire stabiliser le réseau électrique. Donc il est très très important dès le début à penser à ces éléments, et c'est des choses qui peuvent être intégrées. C'est une opportunité par rapport aux villes nouvelles. C'est ce que je voulais dire par rapport à la mobilité électrique, au stockage énergétique. 2 minutes, Ali, c'est ça, je pense. Et puis de l'autre côté, ce qu'on a constaté aussi en ce qui concerne cette compétition et puis toutes les mesures qui ont été menées, c'est l'impact aussi des appareils ménagers. Là encore, on a constaté de très très grandes différences puisque tout était monitoré, on arrivait à suivre est-ce que le réfrigérateur était ouvert ou pas. Et puis donc là, on constatait de très grandes différences entre les différents équipements aussi électroménagers. Donc je pense que c'est important, et puis la MEJ le fait, de développer des labels par rapport aux équipements. Donc le Green and Smart Building Park, c'est un peu l'objectif, c'est de récolter, d'avoir cette collecte des données, d'avoir plusieurs équipements
qui nous permettent de collecter les données, puis ensuite de procéder à des simulations, à des développements de modèles, et puis ensuite les tester au niveau de cette petite ville et pouvoir transposer ces résultats-là, tant par rapport au projet de la ville verte de Ben Grir, mais aussi avec d'autres partenaires. Nous serons très très heureux de le faire. Donc quelle est la finalité? C'est le renforcement des capacités, une formation pratique, ça c'est quelque chose qui est important. On a d'ailleurs mis en place avec nos partenaires de l'Université Mohamed VI Polytechnique un master spécialisé bâtiment vert et efficacité énergétique qui a démarré là maintenant en octobre, la première promotion. Et puis de l'autre côté, développer une recherche appliquée, mais passer de la recherche à l'innovation et de l'innovation au marché. Et c'est quelque chose, c'est le projet, si ma collègue Hasna Boudzil aurait fait la présentation, je vais me permettre de parler un tout petit peu aussi de ces maillons de la chaîne de valeur. Donc on est une partie du maillon de la chaîne de valeur, mais l'objectif au niveau du projet de la ville verte de Ben Grir, c'est d'avoir tous les maillons de la chaîne de valeur, de passer de l'université jusqu'à pouvoir incuber. Il y a une zone qui s'appelle Tech Park, avec aussi un quartier industriel pour pouvoir valoriser les résultats de projets de recherche. De l'université, des centres de recherche au niveau de l'écosystème, mais bien évidemment aussi ouverts vers le Maroc avec une vision aussi africaine. Très bien. Ben, écoutez, c'est ce que je voulais vous présenter par rapport au projet du Green and Smart Building Park et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour l'intervention et je note en particulier dans la perspective de ville durable en Afrique le rôle que la science et la technologie peuvent jouer finalement comme étant la possibilité d'adapter des technologies ou d'adapter des pratiques à un contexte particulier et puis probablement de faire comment on appelle ça, des leapfrogs, d'aller directement vers des technologies sans passer par une phase, on va dire, low-tech. Miraculeusement, on est encore dans les temps, donc ça doit être le fait qu'on soit dans l'enceinte de la mosquée Hassan II. On a encore 15 minutes si vous voulez poser des questions à nos panélistes ou faire des interventions avant de clôturer cet événement. Voilà, donc on prend question par question et puis ceux qui sont interpellés peuvent répondre. Merci. Madame là-bas, merci de vous présenter d'abord et puis de poser brièvement votre question. Là. Alors, bonjour tout le monde, honorable assistance, je me présente, je suis Iman Bouchentouf, architecte, membre du Conseil national de l'Ordre des architectes, membre de l'Union africaine des architectes aussi, d'Afrique, et architecte au ministère de l'Artisanat. D'ailleurs, je tiens à remercier les deux dernières présentations qui ont mis en place on va dire, qui ont été une mise en situation réelle de l'application des démarches entreprises par le Maroc dans le sens du développement durable. Mais par contre, j'aimerais bien revenir sur deux présentations qui m'ont un peu laissé perplexe. C'est celle de M. Dbi, mon confrère architecte, M. Fthala Dbi et M. Srini, qui ont parlé un peu de comment un peu interdire aux gens des petites villes de venir s'annexer aux grandes métropoles. Je pense que peut-être il y a eu un constat qui a été fait par M. Chami en ouverture de cette journée, de cette matinée, on va dire, de réflexion, et qui était tout simplement d'aller vers une vision vraiment, moi je ne dirais pas que globale, mais glocale. On parle beaucoup de la glocalisation. Donc, on ne peut certainement pas parler de ville durable si le constat qui concerne les 3% des villes, plutôt les 75% d'urbains, ne constitue que 3% du territoire mondial. Donc peut-être que le vrai indicateur d'impact serait les 3%. Donc, l'Afrique constitue en soi un territoire d'innovation dans le sens où il n'y a pas de ville. Et que peut-être la durabilité n'a pas pu être appliquée parce que le paradigme de départ n'a pas été déposé de la bonne manière. Peut-être qu'on devrait et qu'on gagnerait tous à avoir des idées innovantes par rapport à ce qu'on appellerait une pratique spatiale. Une nouvelle pratique spatiale. Et non pas, comme l'a dit le directeur de la ville nouvelle de Zenata, de venir et vraiment aller avec ce qu'on appelle les ZAC. Vous avez d'ailleurs cité les ZAC, qui sont les zones d'aménagement concerté, M. Dbi, qui sont vraiment dépassées depuis les années 2000, qui ont démontré leur vraiment limite par rapport à la gestion du territoire. L'Afrique a tout à y gagner. Moi-même, maintenant, j'ai fait, par exemple, avec l'Union africaine des architectes, près de 17 pays. Le constat est alarmant dans l'hémisphère sud de manière globale, parce que peut-être que le modèle de développement territorial n'est pas adéquat.
Donc je vous inviterai tous à avoir vraiment une vision beaucoup plus ouverte. Et dans ce sens, je reviendrai à l'exemple cité pour la Médina de Fès, et qui, de toutes les manières, la cellule de gestion de crise n'a émané qu'après une colère par rapport à cette gestion. Et donc je reviendrai vers vous en architecte du patrimoine, moi-même qui étais dans cette commission de gestion de crise. Est-ce que vous concevez avec moi que la Médina n'est pas de l'urbanisme, que c'est du vernaculaire? Est-ce que vous concevez avec moi que venir avec l'introduction du béton, donc dans les lois, les législations pour la restauration, la réhabilitation des médinas est la solution, d'autant plus qu'on a un précédent qui était le séisme en Italie en 2008. Moi-même, j'ai fait partie des chantiers écoles là-bas. Et donc, the impact was more... je suis désolée de switcher mais on va dire que l'État, les maisons qui ont eu le plus d'impact négatif étaient celles réhabilitées avec du béton, parce que les matériaux ne travaillent pas de la même manière. Et donc là, dans la législation marocaine, que ce soit par rapport à la réhabilitation, que ce soit par rapport aux énergies, on parle des minimums requis, on veut bien, mais on ne veut pas une loi globale. Donc, sincèrement, c'était les deux questions. Le nouveau paradigme et la spécificité des textes et des réglementations en vigueur dans notre pays. Et merci. Il y a deux questions, mais trois de nos intervenants qui sont interpellés. Donc, si vous voulez répondre avant qu'on passe aux questions suivantes. Sylvie, vous voulez répondre? Je voudrais juste apporter des précisions. À aucun moment, j'ai dit qu'il faut arrêter les phénomènes migratoires et qu'on va imposer aux gens de rester dans les petites villes. Ce n'est pas mon propos. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je vais reformuler ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on porte une attention particulière aux grandes métropoles, ce qui est tout à fait normal. Parce que je l'ai dit, c'est des locomotives de développement. C'est là où il y a de l'investissement, il y a de la création de la richesse. Et c'est un enjeu national qui concerne beaucoup de pays. Mais j'ai dit également qu'on a un réseau de petites villes, ils sont au nombre de 250, que j'ai cité le cas du Maroc, et qu'il offre un potentiel à la fois en termes de population, d'emploi, d'activité, d'équipement, et qu'il est bon d'avoir une stratégie en direction de ces petites villes, parce qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Un rôle probablement pas en termes de fixation définitive de la population, mais au moins en termes de transition, parce que ça permet une meilleure optimisation des équipements collectifs en direction du monde rural, ça permet de créer un certain nombre d'activités, ça permet d'optimiser l'investissement public qui peut être fait dans ces localités, et puis parfois dans certains secteurs, dans certains territoires fragiles ou vulnérables, comme les zones par exemple des oasis ou les zones de montagne, si on laisse le dépeuplement se faire, on aura des territoires désertiques, et ça devient un enjeu, je dirais, qui va au-delà des problèmes d'urbanisme. Donc ça, je pense que ça doit nous interpeller au niveau de l'aménagement territoire. Et donc il n'y a pas de contradiction entre cette orientation-là et celle de développer les métropoles, évidemment, pour tout ce qu'on avait dit en termes de durabilité à l'intérieur des métropoles. Merci beaucoup. C'est Salrini, je pense que vous voulez répondre. Je crois que j'ai été interpellé sur la question de restauration. Je suppose qu'en une dizaine de minutes, je n'aurais pas eu le temps de m'étaler sur des questions techniques et technicistes sur la restauration. Ce que je peux rassurer, c'est que les monuments historiques ont été restaurés de la manière traditionnelle, avec les matériaux traditionnels, et ils ont respecté scrupuleusement les chartes, que ce soit les chartes internationales de Venise, la Convention du patrimoine mondial, et puis les lois qui sont au Maroc, surtout la loi 2280. Certainement, peut-être on fera allusion au projet de la loi Douna, qui est un concours international, pour lequel il y a eu deux volets. Un volet de rénovation, qui a certainement opté pour, selon le comité qui a présidé à cela, dans lequel il y avait des gens du patrimoine, la culture et tout cela, un volet rénovation qui a utilisé vraiment le béton, mais dans un contexte, je dirais, Médina, avec des volumes intégrés, etc. Et puis le volet restauration pour les bâtiments qui ont de la valeur, qui ont été restaurés vraiment avec les matériaux traditionnels. Sauf par rapport à la rénovation, c'était des bâtiments sans aucune valeur, c'était des bâtiments anarchiques à l'intérieur de la Médina, et l'option a été prise de reconstruire avec les bétons.
chose qui n'est pas interdite dans, bon, je suis pas pro-béton, mais dans des actions comme ça, quand c'est un consensus entre des intervenants au niveau national et international, ce n'est pas prohibé par la réglementation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si Ami, tu voulais réagir aussi? Les travaux réalisés par l'institution qu'il dirige. Nous avons aujourd'hui, par exemple, il a cité l'exemple de la maison R+3, ce qu'on appelle la maison marocaine. Justement, on doit en construire 5000, qui correspond à 10 000 ménages bidonvillois qu'on recase. Donc c'est le modèle de recasement bidonvillois R+3 bifamilial. Chaque famille prend 2 niveaux. Et nous avons participé à un concours et un appel à message d'intérêt actuellement, justement pour travailler sur un modèle d'efficacité énergétique lié à ces logements. Et le projet de Znata, comme ce recasement va se faire sur 5 années, on peut imaginer extrapoler les solutions ou bien faire du projet de Znata le premier projet pilote avec un bâtiment où nous pourrons offrir le terrain, matériaux de construction, etc. et pouvoir prendre un groupe d'étudiants qui vont suivre un peu, habiter dedans à un moment avec bien sûr des capteurs, mais sans oublier bien sûr l'économique, parce qu'aujourd'hui ces ménages ils ont un apport propre, ils sont financés par rapport le foncier, ils l'achètent à un prix dérisoire, 25 000 dirhams, 2500 € par ménage, c'est rien. Mais ils prennent soit ils ont de l'argent, soit ils prennent un crédit garanti par l'État, ce qu'on appelle le Fogarim, soit il y a le concept généralisé au Maroc, c'est le tiers constructeur, où un tiers constructeur vient, il construit pour compte, il prend 2 niveaux et il donne un niveau pour chaque ménage. Quand le rez-de-chaussée est commercial, là il le reconstruit, en même temps il leur verse un peu d'argent parce que donc on peut voir tout ça et comment optimiser. Donc ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd, et je suis assez suiveur dans ce genre de choses, et je serais ravi. Il y a aussi ça, il y a la mobilité électrique aussi. On devait signer une convention de collaboration avec Renault dans ce sens-là pour tester sa véhicule électrique, mais malheureusement on n'avait pas encore développé. Aujourd'hui, on a développé le premier quartier résidentiel. Il y aura des échanges entre Mohammedia, Znata, Casa, Znata Rabat et Znata. Donc on peut imaginer. On a mis des réservations pour tout ce qui est chargeurs électriques pour les véhicules qui sont enterrés, mais ils sont dans les réseaux. Tout ça pour dire que aujourd'hui, nous sommes tous assoiffés d'innovation. Les initiatives, elles sont extraordinaires, on gagnerait beaucoup. Et d'ailleurs, Mihoub, on avait tenté d'inviter à un moment, rappelle-toi, tu avais fait un courrier, on invitait, c'est dommage que l'Amran sont partis, inviter l'Amran et l'OCP et la CDG à travers sa filiale Znata pour parler d'un sujet sur lequel on n'a pas débattu, qui est très très important, mais il a été évoqué par M. Chami en tant qu'axe de réflexion très important, c'est la gouvernance. Pour qui on fait ces territoires, à qui on fait ce territoire, comment les gérer, leur avenir administratif. Tout ça, c'est parce qu'on sent que l'évolution, la modernité nous dépasse, sachant que le législateur n'a pas encore légiféré correctement par rapport à tout ça. Il y a un texte qui est dans les tiroirs depuis 30 ans sur les villes. La création d'une ville impose une législation spéciale. La France l'a fait. Ils ont une loi de ville nouvelle. Nous, aujourd'hui, pour faire une ville, l'Amran se bat comme nous. L'OCP également se bat avec 2 textes qui sont 2 manières de faire une ville, c'est le groupement d'habitation ou le lotissement, chose qui est complètement dépassée. La fiscalité aussi est un sujet
hyper important quand on fait de l'urbanisme durable aujourd'hui, parce qu'on est considéré, alors qu'on est dans l'innovation, on est considéré comme des petites initiatives qui sont en train de se faire avec Simoula Hafid Al-Alami, mais ça reste très timide par rapport à l'ampleur de la tâche nationale. Quand on parle de 14 villes, je ne parle pas de l'ampleur africaine parce qu'elle est juste invraisemblable. Il faut aller voir, hein, c'est invraisemblable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes assis, alors vous sortez d'un hôtel 4 ou 5 étoiles, vous vous asseyez pour manger dans un petit boui-boui, mais vraiment très propre, hein, mais boui-boui, hein, et les gens, le dernier des serveurs, il est d'une culture extraordinaire, d'une éloquence magnifique. Mais ils sont résignés, on sent qu'une résignés à vivre. Non, c'est pas normal qu'on puisse, au XXIe siècle, ne pas penser à des modèles urbains qui puissent offrir le minimum de décence à l'homme quant à l'habitant. Là, on parle de développement durable, mais tout ça, c'est pour ça que j'ai parlé de démarche. Parce que quand je parle de label, c'est la démarche. Et la démarche, elle intègre, c'est un tiroir, c'est un bac avec plusieurs tiroirs du haut en bas, du bas en haut. Et le tronc commun, il y a un tronc commun à offrir à tous les citoyens pour qu'ils vivent décemment. Maintenant, la cerise sur le gâteau pourrait venir, c'est le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable et on le lie souvent aux énergies, etc. Mais le développement durable, c'est aussi le social, c'est aussi l'emploi, c'est aussi la femme à lettrée, c'est aussi tout ça. C'est ça le développement durable. On le lit, les ODD sont clairs, les 17 qui sont là. Et donc, on focalise souvent sur l'aspect physique du développement durable et non pas l'aspect social et aussi économique. Social d'abord, parce que c'est la dignité qui est en jeu, et ensuite, donc les modèles, il y en a, franchement on peut rédiger, on peut faire, etc. Mais je ne le dis pas pour le dire, mais après ce que j'ai entendu ici comme laboratoire, il y a des choses extraordinaires que je ne connais, je lisais à travers la presse, je ne connaissais pas. Après ce que nous avons fait, je le dis encore une fois modestement, avec toute la puissance que le groupe CDG a d'aller sur le continent africain et pouvoir offrir l'expertise que nous avons aujourd'hui avec toute la modestie et toute la... Vraiment, en rasant les murs, parce qu'on se confronte à des personnes hyper intelligents, ils comprennent tout, mais ils ont besoin de quelqu'un pour leur offrir une démarche sur laquelle ils vont se pluguer avec leur contexte, qui est le contexte, parce que le contexte du Gabon, maché ou de Nigeria, maché ou de Sénégal, maché ou de l'Afrique du Sud, maché ou de Maghreb. Et ça, c'est très, très important. Et ce que vous êtes en train de faire, et je ne savais pas qu'il y avait aussi des gens que ces petits bâtiments ils sont internationaux. Il n'y a que les marocains. Ça, c'est formidable. Et j'applaudis. Franchement, j'applaudis et je découvre. Vraiment, bravo. Franchement, bravo. On n'a pas eu le temps. Il y a un élément que je n'ai pas pu présenter. Il est relatif à une imprimante 3D qu'on a acquis. Puis on a commencé à tester aussi, à avoir des maisonnettes imprimées. On a été interpellé par le coût du mètre carré et puis la vitesse. C'est sûr que les premiers essais ont été faits avec du béton. On est là vraiment sur du béton renforcé. Et puis on a constaté qu'on était à 200-250 dirhams le mètre carré. 40 mètres carrés en 7 heures. Et on a mis en place actuellement un projet de recherche qui vise à intégrer d'avoir un grand pourcentage de matériaux naturels avec le béton et d'essayer de minimiser le pourcentage de béton par rapport à l'injection. Mais ce qu'il faut vraiment, ce qui nous a interpellés, souvent lorsqu'on parle de problématiques aussi dans le secteur rural, au niveau de villages africains, mettre en place rapidement des écoles, etc. Il y a un très très fort potentiel et il y a des choses aussi à développer dans cette direction-là par rapport aussi à l'innovation. Donc pas seulement aujourd'hui bien sûr à intégrer des matériaux naturels, essayer d'intégrer des pourcentages plus élevés, mais il y a de nouvelles solutions qui pourraient répondre rapidement à des besoins au niveau de notre continent. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Encore une question, une intervention? Bonjour à tous, je suis Hamza Baroudi, je suis président de EBF, Imagine Business Foundation, à Marrakech. Je remercie
Hicken d'avoir fait un petit clin d'œil au projet qu'on est en train de lancer sur la région de Marrakech, le projet IMOB, pour déployer de la mobilité deux roues durable. Donc on sait très bien, après la COP22, que Marrakech a été désignée comme ville pour être pilote sur tout ce qui est déploiement de mobilité électrique. Donc notre groupe a fait un pas vers ce sens-là. Et on a investi avec le groupe allemand Allianz sur la structure IMOB qui commence à proposer une offre. Mais l'idée, ce n'est pas de proposer des véhicules tout simplement, c'est de constituer tout un écosystème. Donc le véhicule, le financement du véhicule, le rechargement du véhicule et tout ce qui tourne autour de l'assurance également, mais la garantie. Après, effectivement, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il s'agit de changer les mentalités des gens. C'est ça le plus important. Et dans le cadre de ce qu'on a discuté ce matin, les villes durables, les villes durables en Afrique, je peux raconter quelques petites anecdotes et qui pourraient donner des idées aux différents responsables qui sont présents aujourd'hui ici. On a lancé pour la dimension sociale et disons pour avoir de la clientèle facile une première offre dédiée aux ouvrières des usines. Vous savez, à Marrakech, donc tout le monde circule en moto, les ouvrières, les femmes, tout le monde. Donc rien que dans notre groupe, on a 2000 ouvrières, donc presque de 70% d'entre elles, donc elles viennent en moto. Donc on avait l'expérience au niveau de l'usine. Donc on leur a offert une remise exceptionnelle sur la moto, on leur a offert le financement 0% sur la moto électrique. On leur a aussi offert le chargement gratuit au niveau des parkings. Et on a vu immédiatement que l'ouvrière qui fait le choix de la moto électrique gagne 15% de pouvoir d'achat par rapport à son salaire. Ce qui vaut à l'essence qu'elle ne met plus dans sa moto. Donc on est en train de voir qu'il y a un engouement. Par contre, là où il y a le petit hic, c'est le particulier qui va venir acheter une moto, il va nous dire, qui est de la même catégorie sociale, et qui va nous dire, très bien, donc moi je vais recharger chez moi. Donc ça veut dire qu'en rechargeant chez moi, je vais passer à la tranche supérieure. Et les gens, ils font très attention à cela. Alors j'ai discuté cela avec Serbah lors d'une réunion, et effectivement, on a discuté l'idée et la possibilité, bien sûr, elle a besoin d'être étudiée, elle a besoin de voir la faisabilité de sa mise en place, de proposer des compteurs dans les maisons pour la recharge des véhicules électriques, de telle manière à ne pas impacter la facture du citoyen, la globale, et le faire passer à une tranche supérieure. Donc ça, il y a énormément de points d'optimisation qui doivent être mis en place si demain on veut encourager donc ces différentes actions, comme les entreprises qui demain veulent aussi proposer et encourager leurs employés à aller vers la mobilité électrique. Ils sont prêts à installer les bornes, mais elles cherchent un support pour l'installation des panneaux solaires, parce que sinon c'est l'entreprise qui devient impactée par le coût d'énergie que va consommer le parc de ces employés. Donc je voulais partager avec vous ces quelques idées. Donc si vous voulez en savoir plus, avant-hier, donc on a lancé un projet avec la Wilaya de Marrakech. On a déployé 200 motos qui vont être utilisées par les auxiliaires de sécurité. Donc ces 200 motos concernent dans un premier temps que les médinas de 3 villes de la région, Marrakech, Safé et Essaouira. On les a équipés dans le cadre de la Smart City d'une technologie locale développée par une start-up locale à Marrakech qui s'appelle Kaski. Et donc c'est une puce électronique qui permet de récupérer de la data de toutes ces motos-là, donc la qualité de la route, détecte les accidents, détecte la circulation, donc c'est les engorgés, donc et remonte toute cette quantité de data vers un PC central au niveau de la wilaya de Marrakech, ce qui va nous permettre de commencer à monitorer l'impact du déploiement des motos électriques au niveau des agglomérations. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça permet effectivement de montrer que l'enjeu de la mobilité électrique n'est pas qu'un enjeu environnemental, mais que c'est un enjeu économique énorme. Et clairement, sur la population dont vous avez parlé, c'est un gain en pouvoir d'achat qui est inespéré. 15%, c'est énorme, c'est autant de compétitivité pour l'entreprise et autant de pouvoir d'achat pour... Si Abdrahim, tu voulais rajouter quelque chose, je pense. Merci infiniment, c'est Ali. Vraiment, en écoutant les différentes expériences, et innovations, recherche, développement qui sont en cours, on comprend que vraiment tous les ingrédients sont là. Alors le mot transition pour des villes durables en Afrique, ce qui lui manque, c'est la conduite de changement. Ça a été dit, mais vraiment c'est là sur quoi il faut agir, sur
comment accompagner le changement, comment faire que ce travail qui se fait de manière sectorielle ou territoriale ou par certaines institutions ou organismes soit vraiment coordonné dans le bon sens. La conduite de changement, on en a parlé un petit peu, mais tout dépend de la culture et de la possibilité de convaincre aussi bien les décideurs que les acteurs, que les citoyens, différents acteurs. C'est pourquoi cette multiplicité d'acteurs, cette multiplicité des domaines et aussi la multiplicité des intervenants exige vraiment une stratégie réelle parce qu'on relègue toujours cet accompagnement de la population et des acteurs en dernier lieu. Je donnerai un exemple très simple. Pour la stratégie de gestion des déchets au Maroc, il y a eu un programme PNDM de 40 milliards de dirhams, dans lequel on a mis uniquement 2% communication, accompagnement civilisant, et ces 2% depuis 2008, aucun centime n'a été déboursé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième chose, c'est que la sensibilisation, c'est vrai, les associations, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi j'en ai parlé. Je ne peux pas parler. La sensibilisation, elle est faite par les associations, elle est faite par les médias, mais aussi par la science, s'il n'y a pas les acteurs scientifiques. C'est pourquoi on a besoin de projets un petit peu beaucoup plus... D'abord, la conduite de changement pour la sensibilisation, la communication, ça doit se faire sur la durée, et non pas des actions sporadiques, 3 fois, et ça doit être vraiment un travail bien fait. Et je suis heureux de parler de 2 acteurs avec lesquels on travaille en tant qu'association, ASVT, avec l'AFD sur l'adaptation pour le climat. On a identifié beaucoup d'associations qui travaillent sur l'adaptation, mais des expériences extraordinaires partout dans l'oriental et tout, dans le domaine de l'agriculture, sur la gestion de l'eau, etc. Mais ils ne sont pas visibles. Et c'est à partir des expériences réussies qu'on peut vraiment communiquer. On ne peut pas communiquer comme ça. Le tri sélectif des déchets, on a travaillé 4 ans avec une fondation de Rosos, et on a dans un ensemble de quartiers populaires instauré depuis 3 ans maintenant le tri sélectif à l'amande, à la source, et dans des quartiers comme Sidi Moumen. Et les gens ils sont contents parce que ça a un impact positif sur le pouvoir d'achat, ça a été dit, et c'est là où il faut chercher. Parce que la mobilité durable, c'est le transport doux, c'est les gens qui marchent à pied, ça a été dit. Le pays scandinave, ils ont des investissements extraordinaires pour la marche à pied, pour les bicyclettes. Des Pays-Bas, il y a des exemples. Maintenant, de plus en plus dans d'autres pays. Mais au Maroc, on a délaissé cette mobilité qui existait auparavant. C'est-à-dire, si on ne corrige pas l'approche par une culture, et la culture avec des moyens, et avec une intégration des actions, aussi bien des acteurs privés, des acteurs de recherche, des acteurs associatifs, des médias, mais ça doit répondre à une stratégie avec les moyens nécessaires, avec l'expertise nécessaire, et qu'elle se déroule dans le temps. Et normalement, s'il y a une réglementation qui aide, s'il y a une fiscalité qui aide, parce que la fiscalité, elle est soit elle motive, soit elle sanctionne, mais aussi elle incite à aller vers tel sens. On incite pour le début, mais après, on sanctionne. Et cet accompagnement-là, dans une stratégie bien étudiée, qui manque vraiment. Et on a dans l'association, l'ASVT, 18 centres d'éducation avec le ministère et avec la fondation LIDEC. On a ici à Kazaï, Mohamedia, et d'ailleurs aujourd'hui même on inaugure une nouvelle exposition. C'est-à-dire il y a un travail qui doit être inscrit dans le temps, mais lorsqu'on travaille, on sent qu'on travaille seul. Les autres acteurs à côté, il y a un accompagnement par les acteurs internationaux, mais ce n'est pas inscrit pour les politiques dans leur programme. Et c'est ce qu'on a, par exemple, on a des associations qui travaillent avec les enfants de la rue, qui travaillent avec les handicapés. Il y a un vrai hôpital, c'est Khadiri, vous connaissez, c'est Ali, qui est avec nous. Il gère vraiment un vrai hôpital, il faut le voir, ici dans un quartier très, très pauvre. Mais la commune considère que c'est pas à elle de suivre ça. Et donc, s'il n'y a pas de financement extérieur, il ne pouvait pas fonctionner. Et la commune, depuis 2 ans, qu'il demande à avoir une nouvelle peinture, parce que les peintures spéciales, ils lui ont donné quelques bidons. Ça veut dire qu'il faut une culture, il faut un accompagnement de stratégie pour les décideurs d'abord, pour les politiques, pour le partage politique, pour les autres acteurs pour travailler en commun, et pour aussi les acteurs associatifs. C'est pourquoi la conduite de changement, on doit
y travailler fortement pour que toutes ces expériences, pour toutes ces réflexions, l'urbanisme collaboratif, comment on doit le concevoir avec la population, tout ça, c'est possible si on change un petit peu de budgétisation uniquement des efforts techniques et aller vers les efforts aussi d'accompagnement et de conduite de changement en les budgétisant aussi et en faisant l'effort nécessaire. Et merci. Si on doit prêcher pour la paroisse du ECZ, ça met en valeur le rôle qu'il peut avoir, non seulement de réflexion, mais aussi de construction de consensus, quand les démarches sont très ancrées et qu'il faut faire des transformations qui sont fortes. C'était notre 5 secondes de publicité pour le CESE. Je crois qu'il y a une dernière question là-bas. Bonjour, Awatif Tmsemani, architecte, membre du Conseil national de l'Ordre des architectes. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste que j'ai vu des témoignages de Cesarrini sur la ville traditionnelle, la Médina de Fès, la ville nouvelle de Zenata et l'intervention sur Ben Grir. Je voulais juste, si vous le permettez, rappeler qu'aujourd'hui, il y a nouvellement créé une agence de réhabilitation, de rénovation des quartiers urbains et de, je crois, réhabilitation des bâtiments menaçants en ruine. Donc, il s'agit de bâtiments et de morceaux de villes qui n'ont pas forcément un intérêt historique ou qui ne sont pas du ressort des villes nouvelles, mais qui ne doivent pas non plus échapper à cette stratégie des villes durables. Donc c'est juste pour essayer d'intégrer cette agence dans vos interventions, votre stratégie prochainement. Merci. Je crois que j'avais une question là-bas. Vraiment la dernière question cette fois-ci. Merci. Je suis Amal Khammel, architecte, chef de la division de la prospective au ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la politique de la ville et de l'habitat. Et c'est plus une petite contribution, un petit témoignage. Et de là, je souhaite partager avec vous une résolution d'un chantier que nous portons avec beaucoup de fierté au niveau de notre ministère. C'est le schéma national de l'armature urbaine, qui est une priorité définie par le programme gouvernemental 2017-2021. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à la finalisation de la toute dernière phase. Et parmi l'objectif majeur de ce schéma qu'on appelle communément le SNO est de recadrer et de canaliser la croissance urbaine en raison du constat fait du grand fait de littoralisation du fait urbain. Et de là, l'une des résolutions majeures est la déclinaison du territoire national en un certain nombre de systèmes territoriaux, dont certains sont polarisés par des métropoles, d'autres ne le sont pas. C'est du type le système des plateaux de l'Est, le système oisien, le système du Sahara, le système des montagnes. C'est des systèmes où la métropole ne tire pas, n'est pas la locomotive de développement. Par rapport aux systèmes, aux 8 systèmes identifiés qui sont tirés par des métropoles, l'idée est la suivante. Contribuer à la transition vers des territoires durables passe par l'appui d'une synergie l'appui déjà d'une synergie entre le renforcement de la synergie entre les territoires, et en l'occurrence les villes appartenant à la première auréole des métropoles, qui sont en gros des villes intermédiaires, en dépit bien sûr des petites villes dont a parlé M. Depi. Nous avons des villes auxquelles on attribue le qualificatif d'intermédiaire, qui sont sur le plan démographique des villes qui ont un seuil démographique un peu plus élevé. Elles varient en général entre 50 000 et 400 000 habitants, mais qui ont cette aptitude à assurer la résilience au moment où la métropole subit une perturbation soit sociale, soit économique, soit environnementale. Et ce sont ces villes intermédiaires qui sont appelées à prendre la relève le moment où la métropole puisse récupérer et puisse reprendre son rythme. Et de là, tout l'intérêt est d'attirer l'attention à ce niveau de ville en leur attribuant
des documents d'urbanisme qui préparent l'assiette foncière à héberger les industries consommatrices de foncier au niveau de la métropole, et en même temps à absorber peut-être la main-d'œuvre qui n'est pas très qualifiée, qui cherche à migrer vers la métropole. Et de là, je dirais que là, on est en train d'essayer de zoomer sur cette catégorie de villes. Nous venons de signer dans le cadre du sommet mondial qui s'est tenu la fin de l'année dernière à Shawen, en la personne de notre ex-ministre, et avec la CGU Le Monde, en la personne de Mme Emilia Saiz, avec CGU Afrique et ONU Habitat, un mémorandum d'entente pour élaborer une stratégie dédiée à cette catégorie de villes. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Miraculeusement, on n'a que 5 minutes de retard par rapport à l'agenda prévisionnel. On a pu, je pense, écouter tout le monde. On a pu débattre avec tout le monde. C'était une demi-journée extrêmement intéressante. Donc, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interventions, je vous remercie tous pour votre présence. Une petite remarque. Oui, encore une dernière remarque. Je voudrais profiter quand même de la présence du Conseil économique et social pour aider les territoires à mieux appréhender leur futur en termes de gouvernance. Je m'explique. Aujourd'hui, les territoires, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la qualité qu'on leur donne, ils sont gérés par des communes avec des agendas politiques. Ces agendas politiques, ils sont éphémères, puisqu'elles durent 6 ans, les élections communales, et donc parfois les intérêts ne se croisent pas. Et donc, il a cité l'exemple de petits dispensaires pour la question de peinture, sachant que c'est sa responsabilité. Il ne faut pas compter sur la bonne volonté des hommes. Je le dis, je le répète, il faut légiférer. Et aujourd'hui, la DGCL, la Direction générale des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur, travaille sur une refonte des textes législatifs relatifs à la gouvernance urbaine, enfin à la loi communale. Et nous sommes impliqués, nous sommes en train de lobbyer justement pour que des territoires comme ça, des communes rurales qui se retrouvent avec une manne financière extraordinaire en urbanisant, serait-ce qu'à travers les taxes de construction, la TNB, etc., qui sont suivant milliards. Il faut, avec tout le respect que je vous ai dit, que je respecte beaucoup, parce que le Khaïb Mzien qui est partout, mais il ne faudrait pas laisser ça comme ça. Il faut absolument créer des textes de loi qui permettent de gérer cette fiscalité pour toujours et encore, comme j'ai introduit mes propos, vers l'homme qui habite sur ce territoire-là. La collecte des déchets et l'innovation, il faut de l'argent. Tout ce qui est éducation, il faut de l'argent. Les espaces publics, il faut les entretenir pour qu'ils restent attrayants, il faut de l'argent. L'éclairage public, un poteau, lorsqu'il pète, excusez le terme, il faut le réparer. On est en train de le faire, ça nous coûte quelque chose comme 15-20 millions de dirhams par an pour pouvoir réparer. C'est la responsabilité, un feu rouge qui tombe en panne. Tout ça, c'est important. Il y a des modèles. Aujourd'hui, on travaille avec l'AFD et la BUI à travers le Fonds d'investissement de voisinage de l'Union européenne sur un modèle. On a des experts qui nous amènent un peu toutes les bonnes pratiques à l'échelle internationale. Et il faut absolument introduire le privé dans la gestion urbaine, dans laquelle la commune a son mot à dire en tour de table, mais c'est l'exemple des SDL, mais un peu plus sophistiqué que les SDL, les sociétés de développement local, qui permet de pérenniser cette manne financière et surtout pérenniser le territoire et surtout offrir aux citoyens un territoire qui reste à vie, créé, propre, accessible et extraordinaire pour sa vie, pour sa propre vie et la vie de ses enfants. Voilà un peu. Et je crois que le Conseil économique et social, il a ce rôle de mettre le zoom sur les tares et pouvoir proposer des solutions au Parlement et aux responsables pour qu'on puisse aller vers l'avant et changer les choses. Message reçu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur live streaming et qui nous suivront plus tard. Et puis à très bientôt pour un prochain séminaire.